Alors bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Une question qui revient très régulièrement, c'est quels sont les instruments qu'utilise le gémologue? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de voir trois des instruments qui forment les instruments de base du gémologue et que l'on peut emmener sur le terrain. Alors d'abord, les instruments de gémologue. Il en existe des dizaines. Alors, on peut les répartir suivant différents types. D'abord, les instruments de laboratoire. Ce sont des instruments qui sont encombrants, coûteux et fragiles, qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus. À ce titre-là, on peut citer par exemple la microsonde Raman et le spectroscope à infrarouge, qui sont des accessoires, des instruments qui sont très utilisés en laboratoire. Ensuite, on a ce qu'on appelle les instruments d'atelier, c'est-à-dire qui sont déjà plus à la portée d'un gémologue professionnel, mais qui également sont encombrants et fragiles. Et bien souvent, ce sont des instruments dont on ne se sert pas systématiquement et qui permettent de réaliser des tests complémentaires. Donc, on peut citer le microscope de gémologie et par exemple la lampe UV court, UV long. Donc, lampe qui est très utilisée pour le diamant. Et enfin, on a les instruments de terrain. Ce sont des instruments qui sont pratiques, qui sont légers et surtout polyvalents, dont on va se servir très régulièrement. Alors, les critères de choix pour le gémologue. Tout d'abord, la facilité d'utilisation sur le terrain. Donc, pas de prise électrique, qui tient dans la poche, des choses dans ce genre-là, donc qui permettent d'utiliser en quelques secondes l'instrument. À partir du moment où on doit commencer à s'installer, comme dans le cas d'un microscope par exemple, il devient compliqué d'utiliser ces instruments sur le terrain. Ensuite, la capacité de discrimination de l'instrument. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être en mesure de poser un diagnostic avec cet instrument-là ou pas, ou ça va juste servir d'indication et il faudra faire un diagnostic avec d'autres tests. Ensuite, la fréquence d'utilisation sur le terrain. Donc ça, c'est toujours la même chose. Je parlais de tests complémentaires. Dans certains cas, on est obligé de pratiquer des tests complémentaires, mais par contre, il y a des instruments dont on se sert énormément sur le terrain et que donc on utilise fréquemment. C'est-à-dire que donc, quasi systématiquement, chaque analyse gémologique, cet instrument sera utilisé. Et enfin, le dernier critère, c'est le prix. Le prix, pourquoi? Parce que les instruments peuvent varier du simple au quintuple. Donc, si vous pouvez parfaitement acheter une loupe de gémologue quelques dizaines d'euros, et les loupes les plus chères, par exemple, des simples loupes de gémologue, qui peuvent aller à plus de 400 euros. Donc voilà, le prix est un critère à prendre en compte. Il faut savoir quand même que le prix suit d'assez près la qualité. Bon, à partir d'un certain seuil, c'est plus extrêmement utile, mais en tout cas, le prix est un élément dont il ne faut pas négliger l'importance, parce que tout simplement, les instruments qui sont à très bas prix sont généralement de très faible qualité. Alors, un premier rappel, parce que l'on va regarder des instruments pour lesquels la partie optique est utilisée, c'est la lumière. Alors, la lumière est composée, la lumière blanche, est composée de différentes couleurs, de différentes longueurs d'onde en fait. Et on voit que les couleurs de l'arc-en-ciel s'étendent de 400 nanomètres à 700 nanomètres, c'est-à-dire du violet au rouge. Alors pourquoi ça a cette importance-là? Alors, le premier instrument qu'on va voir, c'est le filtre Chelsea. Alors, comment fonctionne le filtre? Le filtre va tout simplement filtrer, c'est-à-dire enlever une certaine partie du spectre visible. Donc on voit que toute la partie orange et jaune a disparu, il reste une partie du vert jaune, tout le vert, le bleu et le mauve a également disparu. Donc lorsqu'on regarde à travers un filtre Chelsea, ce que l'on voit, c'est généralement une lumière un peu verdâtre, un peu sale, euh, puisque c'est coloré avec une pointe de rouge, mais on constate un vert un peu sale. Lorsque l'on observe au spectroscope un spectre d'émeraude, on voit une bande d'absorption entre 575 et 625 nanomètres, c'est-à-dire la grosse bande que l'on voit là qui absorbe la totalité du jaune et du vert jaune, et également 4 raies d'absorption à gauche dans le rouge et dans le orange. Donc, et là, c'est le corps de l'émeraude qui agit comme un filtre. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant lorsque l'on regarde une émeraude à travers un filtre Chelsea? Eh bien, c'est le cumul des deux. C'est-à-dire que la lumière blanche, elle est filtrée deux fois. Donc, elle va d'abord enlever
ce qui appartient au spectre de l'émeraude, donc cette bande de jaune et de vert jaune, et également elle va enlever après tout ce qui va du rouge orangé au jaune et du vert jusqu'au mauve. Et il va donc rester une toute petite bande de vert euh, dans le spectre qui sera visible et une bande un peu plus importante dans le rouge. Alors, ok, mais ça sert à quoi? Et bien tout simplement, c'est ce qu'on va voir. C'est l'émeraude paraît verte euh, avec la lumière naturelle, une lumière incandescente. Par contre, la même émeraude, donc ça c'est un cristal émeraude, vu à travers le filtre Chelsea, elle paraît rosée, tout simplement parce que on a enlevé pratiquement tout le reste. Donc ça veut dire que si il y avait eu toute la bande de rouge, par exemple, qui avait été absorbée, parce que dans cette pierre-là, c'était ce cas-là, et bien la pierre aurait été noire ou très très sombre. Donc, mais ici, on voit bien que comme il reste du rouge, et bien la résultante, c'est une émeraude qui paraît rose. Ensuite, alors, effectivement, dans quel cas utiliser le filtre Chelsea? Le premier cas, c'est un tri de l'eau de pierre. Donc souvent dans les lots de pierre, les pierres, alors pour le diamant on appelle ça des mêlées, mais pour les pierres de pavage par exemple, on va pas s'amuser lorsqu'on a des pierres de 2 mm de diamètre à faire des tests sur chacune des pierres, donc il y en a souvent plusieurs centaines. Et donc dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est on regarde au travers du filtre Chelsea, et s'il y a des pierres synthétiques par exemple, euh, souvent la différence de couleur apparaît. Donc on peut voir par exemple dans des pavages de saphir naturel, on peut voir des spinels synthétiques, ça arrive régulièrement, et bien dans ce cas-là, ils apparaissent bien rouges. Les spinels synthétiques apparaissent bien rouges. Pareil dans un lot d'émeraudes un petit lot d'émeraudes, ce que l'on peut voir par exemple, c'est des émeraudes de synthèse qui elles apparaissent beaucoup plus rouges que le rose qu'on a pu voir auparavant. Ensuite, trier un lot de pierres brutes. Les pierres brutes, en fait, on ne peut pas utiliser d'autres instruments, enfin, certains autres instruments comme le réfractomètre, et donc le filtre Chelsea est important, parce que là également, on peut trier. En regardant tout un lot de pierres, on peut voir celles qui sont complètement différentes, et ça doit nous pousser à faire des tests complémentaires. Ça peut également nous alerter sur une synthèse potentielle, c'est-à-dire qu'en règle générale, pour saturer en couleur, on sature en éléments chromogènes, et c'est souvent cet élément chromogène, comme le chrome pour l'émeraude ou pour le rubis, qui produit une forte réaction au filtre Chelsea. Ça peut également alerter sur une confusion, c'est-à-dire on a une réaction anormale au filtre Chelsea. Euh, typiquement, hein, on prend une émeraude et on va prendre, je sais pas moi, un dioxyde de chrome. L'émeraude va être rose, le dioxyde de chrome il va pas changer de couleur, il va être très sombre. Donc voilà, on va avoir une réaction qui n'est pas normale par rapport à ce qu'on aurait dû voir. Donc c'est à ça que ça sert. Par contre, le filtre Chelsea n'est pas un instrument diagnostique. On ne peut pas, en regardant une réaction au travers du filtre Chelsea, dire ça c'est telle ou telle pierre. Par contre, ça oriente le gémologue vers des tests complémentaires. Donc si la réaction est une réaction qui n'est pas normale, qui n'est pas logique par rapport au filtre, et bien dans ce cas-là, il faut faire des tests complémentaires. Maintenant, passons à l'instrument numéro 2, le spectroscope. Alors il existe deux types de spectroscopes, le spectroscope à prisme ou le spectroscope à réseau. Alors toujours pareil, là on voit bien la dispersion de la lumière par un prisme et sur la gauche, et on voit un réseau en fait sur la droite, qui est un peu comme une sorte de grillage qui permet, donc extrêmement fin, qui permet de splitter la lumière dans un spectre visible, le spectre de l'arc-en-ciel. Alors, le spectroscope à prisme, en fait, vient écraser toute la partie qui est dans le rouge. Donc la partie rouge et orange est vraiment tassée. Donc, dans le cas de l'émeraude, on voyait tout à l'heure qu'il y avait il y avait quatre raies d'absorption dans le rouge. Là, elles auraient été pratiquement collées les unes aux autres. Donc, c'est compliqué, lorsque l'on a des éléments à voir dans le rouge, d'utiliser un spectroscope à prisme. Le spectroscope à réseau, par contre, lui a cet avantage d'avoir un étalement des couleurs qui est beaucoup plus régulier. Donc c'est le spectre que j'utilisais juste avant pour l'émeraude et pour le filtre Chelsea. Donc c'est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus facile à lire.
Par contre, le spectroscope à prisme est beaucoup plus lumineux, mais le spectroscope à réseau est plus facile d'utilisation, lié au fait que l'échelle n'est pas une échelle logarithmique, mais c'est une échelle qui est régulièrement espacée. Donc voilà, ça c'est moi ce que je conseille au départ, c'est un spectroscope à réseau. Alors, l'avantage du spectroscope, c'est que le spectre peut être diagnostique d'une gemme. Alors là, on voit le spectre d'un rubis. Donc, on voit bien une grosse absorption de l'orange, du jaune, de pratiquement tout le vert, une grande partie du bleu et la totalité du mauve. Et on voit des raies dans le bleu et également dans le rouge. À savoir que la raie que l'on voit sur la gauche dans le rouge, qui est celle qui est la plus importante, la plus à gauche, peut être également une raie d'émission. C'est-à-dire qu'au lieu d'être noire, dans ce cas-là, elle devient rouge fluo. Et on prend une confusion, c'est un vert au sélénium, et le spectre du vert au sélénium, c'est le plus facile à retenir, il n'y a que du rouge. Donc tout le reste est absorbé complètement. Et par contre, on peut confondre assez souvent le rubis avec le spinel synthétique rouge. Et là, le spinel synthétique rouge, il a un spectre qui est très particulier, très représentatif, et là, on ne peut pas confondre en fait. Et donc, en haut, lorsque vous voyez ça, vous voyez effectivement un spectre de rubis, le vert au sélénium, le spinel. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à ça. Mais l'inconvénient du spectroscope, c'est que les synthèses ont globalement les mêmes spectres que les variétés naturelles. Donc, on peut reconnaître une espèce minérale par un spectroscope, mais on ne peut pas garantir si elle est naturelle ou synthétique. Alors enfin l'instrument fétiche quelque part du gémologue, celui auquel on pense dès qu'on pense gémologie, c'est la loupe. Alors la loupe, il faut la choisir suivant 3 critères. Le premier critère, c'est la puissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grossissement. Donc on admet en général que 10x, c'est-à-dire un grossissement 10 fois, c'est le meilleur compromis entre le grossissement et la profondeur de champ. C'est également ce qui sert de standard pour la gradation des diamants, donc pour dire si un diamant contient ou non des inclusions à l'œil nu ou contient des inclusions visibles ou non à la loupe. Donc ce qui contribue à son classement, on utilise une loupe 10x. Donc mais c'est pas la seule utilité. Alors en dessous de 10x, ça sert pas à grand chose. Au-dessus de 10x, c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main. Donc, je vais l'expliquer tout de suite. C'est si on prend la distance la plus proche d'un objet en dessous de laquelle l'image n'est pas nette, c'est-à-dire si on rapproche encore un petit peu vers la gauche l'objet, l'image devient trouble. Et si je prends la distance la plus loin à partir de laquelle l'image également redevient trouble, la distance pour laquelle l'image est nette, on appelle ça la profondeur de champ. Donc admettons que sur cet exemple-là, la loupe 10x, ce soit donc ce petit trait orange qui symbolise la distance, la profondeur de champ sur laquelle l'image est nette. On va prendre une loupe 20x, donc 20 fois. On est censé voir beaucoup mieux, mais en fait pas réellement. Pour avoir une image nette, déjà il va falloir rapprocher beaucoup l'objet de la loupe. Et ensuite, on ne va pas pouvoir l'éloigner beaucoup à partir du moment où elle va devenir trouble, où l'image va devenir trouble. Donc la profondeur de champ va être très faible. Et autant dans le cas à gauche, on va pouvoir regarder de manière assez confortable, bouger très très légèrement sans s'en rendre compte, et regarder des zones où on pourra visualiser des inclusions. Autant avec la loupe qui est à droite, qui représente une loupe 20 fois ou 30 fois, ça va être compliqué si on ne tombe pas directement sur l'inclusion, ça va être compliqué de la repérer. Donc voilà, c'est une astuce assez courante et très décriée qui est de donner une loupe 30 fois à une personne pour lui faire voir une pierre en lui disant voilà, tu vas voir correctement ce qu'il y a dans la pierre, et je ne te mens pas, d'ailleurs je te prête une loupe. Donc non, prenez votre matériel, prenez votre loupe 10x et vous y verrez beaucoup mieux qu'une loupe 30x ou 20x. Le deuxième critère, c'est votre loupe doit être aplanétique. Alors aplanétique, ça veut dire qu'elle ne doit pas avoir de déformation géométrique.
Ici, donc, on voit bien que les traits du quadrillage de cette feuille de papier, et forcément les traits sont parallèles, et pourtant, dans l'image de gauche, on voit bien que les traits sont courbes. Donc, et là, comment dire, ils sont courbés vers l'intérieur du carré. Les côtés sont courbés vers l'intérieur du carré. Donc on peut avoir le phénomène inverse, hein, bombé en fait quelque part. On appelle ça une image en baril, mais on peut avoir les deux cas. Mais dans tous les cas, l'image est déformée. Donc cette loupe n'est pas aplanétique. Tandis qu'à droite, on voit que, alors c'est pas 100% droit, mais on voit bien que les traits sont beaucoup plus parallèles à droite qu'ils ne le sont à gauche. Et donc cette loupe a été corrigée, cette loupe est aplanétique. Et le système qui permet ça, c'est ce qu'on appelle un triplet. C'est-à-dire que la lentille de la loupe de droite est composée de 3 lentilles qui sont collées et qui permettent justement de corriger cette déformation. Et ça, c'est important d'avoir une loupe aplanétique, puisque si vous devez avoir des inclusions droites dans une pierre, eh bien, elles doivent être droites. Et si vous devez voir des courbes, elles doivent être courbes, parce que ça peut être diagnostique. Ensuite, le dernier critère, c'est votre loupe doit être achromatique. Alors, ce qu'on appelle les aberrations chromatiques, c'est ce qu'on voit sur le pourtour un peu de l'image. Donc, on voit bien au centre que l'encre est bien noire, tandis que sur les bords, ça tire vers le jaune et vers le bleu. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une aberration chromatique. Donc, votre lentille, sur les côtés, va venir décomposer la lumière. Et c'est ce qu'on va trouver par exemple dans le diamant, avec la dispersion du diamant. Donc c'est ça qui donne les feux, donc des feux de couleur bleue, de couleur jaune, etc. Donc c'est ça qui donne l'aspect aussi désirable du diamant. Mais lorsque vous regardez une pierre, que vous analysez une pierre, vous n'avez pas envie que votre loupe vienne rajouter des effets de dispersion si votre pierre n'en a pas. Donc à partir de ce moment-là, vous devez pouvoir faire confiance à votre loupe pour ne pas ajouter d'effet chromatique par rapport à ce que vous êtes en train d'analyser. Et là, pareil, c'est le même système, c'est un système de triplet avec une certaine qualité de verre, un certain indice de réfraction, une qualité de polissage, etc., qui fait que votre loupe sera achromatique. Alors, un petit rappel sur l'utilisation de la loupe. D'abord, il faut tenir la loupe de manière très ferme. Là, je tiens ma loupe en gaucher. Je la tiens par le boîtier, pas par le tour de la lentille. Je pourrais très bien le faire, mais c'est tout simplement une habitude que j'ai prise. Et je viens donc passer l'index dans le boîtier de la loupe. Et ensuite, en serrant donc le pouce, je viens poser le pouce sur ma joue. Là, ma main est vraiment collée sur ma joue. Et ça me permet d'avoir une situation qui est vraiment très très stable. La loupe ne bouge absolument pas sur ma joue. Et mon bras gauche, là on ne voit pas parce que je suis habillé en noir, mais mon bras gauche quand même est vraiment collé sur mon torse. Donc ça me donne 2 points d'appui et du coup je ne bouge absolument pas. Et ensuite seulement, ma main qui tient la pierre vient se rapprocher de la loupe et là je peux coller ma main droite donc sur ma main gauche et venir orienter, approcher, reculer légèrement la pierre, donc tout en étant vraiment très très stable. Donc cette position là me permet d'être très stable. Et donc là, je suis assis, mais je pourrais très bien être debout, je pourrais très bien être dans un salon, très bien être assis au bureau ou dans n'importe quelle situation. Cette position-là, les 2 mains collées l'une sur l'autre, plus une main collée sur le visage, me permet d'être vraiment très stable et d'être très précis dans mon observation. Donc voilà, à quoi sert la loupe? Alors pourquoi utiliser des instruments extrêmement compliqués et avoir un instrument aussi simple qu'une loupe de gémologue? Eh bien, la loupe sert pratiquement à tout. C'est l'instrument polyvalent par excellence, et là, vous allez l'utiliser pratiquement à tous les coups. Donc, ça sert, contrairement par exemple au spectroscope, ça sert à séparer les pierres naturelles de leur synthèse. Donc, si vous voyez par exemple des bulles ou des choses comme ça, vous pouvez, ça doit attirer votre attention sur le fait que ça puisse être des synthèses, ça puisse être du verre ou des choses comme ça. Et ça, vous allez le voir avec une simple loupe. Ça vous permet également de repérer les traitements majeurs, donc tout ce qui est chauffage. Donc vous pouvez voir
on verra ça un petit peu plus tard, mais vous pouvez voir effectivement des halos autour de certaines inclusions, vous pouvez voir des remplissages, vous pouvez voir des choses comme ça, et vous le voyez avec une simple loupe. Ça vous permet très facilement de repérer des pierres composites, donc tout ce qu'on appelle les doublés et les triplés par exemple. Alors, on a tendance à ne plus s'en méfier en pensant que c'est quelque chose qui est lointain. Je vous prépare une vidéo sur les pierres composites et vous allez voir que c'est pas aussi évident. Et enfin, ça sert à séparer les gemmes de leur confusion. Donc ça vous permet de tout simplement séparer un saphir d'une cyanite, par exemple. Ce sont deux pierres qui se ressemblent beaucoup, mais avec une simple loupe, vous êtes capable de séparer l'une de l'autre. Et toutes les deux sont des pierres naturelles. Alors, je reprends les trois instruments de base, en fait. Alors, le premier, l'instrument roi, c'est la loupe. Le deuxième, c'est le spectroscope. Et enfin, le filtre Chelsea. Donc, on va effectivement pas leur demander la même chose. Et on parlait de prix, qui était l'un des critères de base de choix au départ. Et en surfant un petit peu sur Internet, en regardant sur des sites qui ont pignon sur rue, on peut démarrer avec un budget de 170 €. Donc ça, c'est un prix sans aucune réduction, sans rien. Donc on part avec une loupe qui fait à peu près 25 € aujourd'hui et qui est aplanétique, achromatique, de puissance 10x et qui est de bonne qualité. Un spectroscope, il faut compter à peu près entre 90 et 100 € pour un spectroscope à réseau. C'est un petit peu plus cher pour un spectroscope à prisme de bonne qualité, mais pour 90 à 100 €, on peut avoir un spectroscope à réseau de très bonne qualité. Et enfin, le filtre Chelsea, donc ça c'est un instrument qui coûte aux alentours d'une quarantaine d'euros, qu'on trouve un petit peu partout. Alors, il faut faire très attention au filtre Chelsea, il faut vraiment acheter le filtre Chelsea et non pas ce qu'on appelle des filtres à émeraude qu'on voit un petit peu partout, mais qui ne filtrent pas de la même manière, donc vous ne pourrez pas avoir le même résultat. Donc, bien important de choisir ces instruments et de choisir un véritable filtre Chelsea. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et de vous retrouver très bientôt soit sur mylittlegemology.com, soit directement dans une autre vidéo. Merci, à bientôt.